Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h à la une de l'actualité. Ce soir, un nouveau chapitre s'ajoute à la saga ferroviaire du Sénégal. La gare de Thiès retrouve brillamment son éclat d'antan après une inauguration mémorable. Plus qu'une simple réhabilitation, cette initiative est une réponse attendue et vivement applaudie par les habitants. À Tambacounda, la campagne de vaccination du cheptel s'achève sur une note d'innovation. La région transforme ses marchés hebdomadaires en arène de vaccination visant à immuniser le bétail à grande échelle. Ce soir, nous vous plongeons au cœur de cette démarche en suivant l'itinéraire inspirant de deux futurs vétérinaires. Dans l'actualité également, le lancement des travaux de démolition sur le site dédié aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Un colossal projet de libération s'engage, révélant le potentiel immense d'un terrain de 15 000 mètres carrés. Les autorités mettent donc les bouchées doubles pour entamer la phase finale des préparatifs. Et puis le grand format culture nous transporte au cœur de la créativité bouillonnante de la compagnie théâtrale Espoir de la banlieue, une troupe qui par son talent s'est forgé une place de choix dans le paysage culturel. Ce soir, nous levons le voile sur les coulisses de leur succès scénique. Voilà pour les titres de ce 20h. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. Nous démarrons cette édition avec le communiqué du Conseil des ministres, communiqué lu par Aram Dao. Bonsoir Aram. Bonsoir René, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 28 février 2024 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République a remercié et félicité les participants et toutes les parties prenantes au dialogue national qui ont répondu à son invitation à l'occasion de cette concertation tenue les 26 et 27 février, qui a encore une fois démontré la grandeur et le sens des responsabilités du peuple sénégalais, ainsi que la vitalité et le rayonnement de notre démocratie. Le chef de l'État a salué l'esprit constructif et républicain qui a marqué les travaux, avec des propositions qui permettent de déterminer dans la convergence de vues le réalisme et le consensus, un calendrier électoral ajusté intégrant la nouvelle date de l'élection présidentielle. Dans cette dynamique, le président de la République recevra le rapport du dialogue national lors d'une audience prévue le lundi 4 mars 2024. Conformément à l'article 92 de la Constitution, le président de la République saisira le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur les conclusions et recommandations du dialogue national. Le président de la République a par ailleurs magnifié la volonté d'apaisement de l'espace politique, de réconciliation et de dépassement de l'ensemble des acteurs du dialogue national afin de préserver la stabilité du pays et de consolider un Sénégal uni, résilient et prospère dans la solidarité, l'équité et l'épanouissement de ses populations. À cet effet, le chef de l'État a rappelé au Conseil sa volonté de faire adopter ce jour un projet de loi d'amnistie qui sera présenté à l'Assemblée nationale. En outre, le président de la République a invité le gouvernement à mettre en œuvre des mesures d'assistance en faveur des familles des personnes décédées lors de manifestations. Poursuivant sa communication sur les droits des consommateurs, le président de la République a rappelé ses orientations et les efforts consentis par l'État avec l'application de la loi 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection des consommateurs. Dans cette perspective, le chef de l'État a demandé au Premier ministre et au ministre du Commerce, de la Consommation et des PME de faire le point sur, premièrement, l'état d'application des mesures économiques et sociales de lutte contre la vie chère adoptées en novembre 2022. Deuxièmement, la politique de maîtrise des prix des denrées de consommation courante. En cette période de carême et très prochainement de Ramadan, le président de la République a relevé l'impératif de veiller à l'approvisionnement correct des marchés en denrées et produits de première nécessité à des prix accessibles aux populations. À ce titre, le chef de l'État a souligné l'importance de la mobilisation des services de l'État
dans le cadre du contrôle économique notamment, pour assurer l'application stricte des prix homologués. Le président de la République a invité, dès lors, le ministre chargé du Commerce à poursuivre des concertations rapides avec les acteurs de l'écosystème du commerce en vue d'anticiper et de juguler toute tendance ou risque de spéculation sur les marchés. Le chef de l'État a enfin indiqué l'urgence d'asseoir une stratégie de renforcement des droits des consommateurs dans le contexte de l'organisation de la Journée internationale des droits des consommateurs le 15 mars 2024, saisissant l'occasion de la célébration le vendredi 1er mars 2024 de la Journée internationale de la protection civile. Le président de la République a rappelé les réalisations notables constatées pour renforcer la transformation et la montée en puissance de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, dont la présence territoriale, les équipements, les ressources humaines et la doctrine d'intervention ont été améliorées de façon significative depuis 2012. Dans cet élan, le président de la République a demandé au ministre de l'Intérieur et au ministre auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la protection civile et de la sécurité de proximité de poursuivre l'accélération de la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de la protection civile en liaison avec les collectivités territoriales, les autorités administratives déconcentrées, les acteurs privés et les communautés. Au demeurant, le chef de l'État a signalé l'importance de veiller à la sécurité civile des établissements recevant du public, des marchés, espaces commerciaux et édifices publics notamment, mais également à l'audit et au contrôle systématique des bâtiments menaçant ruine, ainsi que des établissements et infrastructures classés. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'État est revenu sur le désenclavement de la région naturelle de Casamance et de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, en demandant au Premier ministre de prendre, avec les ministres concernés, toutes les dispositions urgentes et adéquates en vue d'accélérer le développement des systèmes de transport terrestre, maritime et aérien desservant les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Dans sa communication, le Premier ministre est revenu sur la coordination de l'activité gouvernementale en évoquant le Conseil interministériel consacré au pèlerinage aux lieux saints de l'islam, les concertations avec la communauté universitaire, la réception de jeunistes à haut potentiel laitier, la situation de la mise en œuvre du programme spécial de désenclavement et la situation du paiement des bourses de sécurité familiale. Et au titre des communications du ministre, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre de l'Éducation nationale a fait une communication sur la situation pédagogique et sociale. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a fait une communication sur la situation pédagogique et sociale dans les établissements d'enseignement supérieur, l'orientation des nouveaux bacheliers, le démarrage du supercalculateur et le lancement du nanosatellite Gaindé-Sat. Le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire a fait une communication sur le suivi de la campagne de commercialisation de l'arachide 2023-2024, la campagne de contre-saison froide 2023-2024, les exportations de produits horticoles et le matériel agricole. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant amnistie, le projet de décret modifiant le décret numéro 2020-1788 du 23 septembre 2020 portant création d'une allocation spéciale de retraite au profit des enseignants et chercheurs titulaires des universités.
Et enfin, au titre des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Diène Ndiaye, ingénieur des pêches et de l'aquaculture, précédemment directeur de cabinet du ministre du Tourisme et des Loisirs, est nommé secrétaire général du ministère du Tourisme et des Loisirs en remplacement de monsieur Mamadou Bassirou Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Mamadou Lamine Bara Gueye, titulaire d'un Master of Business Administration, MBA, en qualité, hygiène, sécurité et environnement, est nommé directeur général de l'Office de gestion des infrastructures sportives. Monsieur Pape Sambaré Ndiaye, administrateur civil principal, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère du pétrole et des énergies en remplacement de monsieur Ibrahim Ndiaye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. C'était là le communiqué du Conseil des ministres, communiqué lu par Aram Ndao. Merci Aram. Rien ne vaut la paix dans un pays. Le Sénégal est à la croisée du chemin. Propos de Khalifa Tal, la présidente de l'AFAO, rappelle que le Sénégal est au-dessus de tous. Elle était l'invité du magazine Le Point. L'élection, c'est quoi? J'ai l'habitude de dire enlever Jean pour mettre Paul. C'est pas la peine de brûler un pays pour ça. C'est pas la peine. On est tous Sénégalais après, mais quand oui, le soleil se couche. C'est pas autre chose. M'enlever pour vous mettre, est-ce que ça vaut la peine? Non. De brûler les acquis qui ont été construits par nos parents? Mais au-delà de ça, il y a des considérations véritablement qui ont été alimentées par la situation politique, le climat social. Mais tout ça, c'est entre nous. Il n'y a pas de Banyamoulengue ici. Il n'y a que des Sénégalais. Il s'agit de savoir mettre chacun à sa place et faire véritablement quelque chose qui peut nous... Regardez ce qui nous rassemble. Oui. Et tout le reste dans ce contexte. Et ça, c'est un appel pour tout le monde. La presse, il faut m'excuser. Les autres, il y a des gens qui ne reconnaissent pas quand est-ce qu'il faut accélérer sur les mots, quand est-ce qu'il faut utiliser certains propos et quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Moi, je pense que nous sommes maintenant à la croisée des chemins. Il faut arrêter d'alimenter de l'huile sur le feu, comme oui, de l'huile sur le feu. Parce que la violence, avant d'être physique et factuelle, elle est verbale. Elle est d'abord verbale. Ça, tout le monde. On n'a pas besoin d'être polémologue pour le savoir. Il faut commencer par la violence verbale pour aller aussi loin qu'on ne le souhaite pas. En tout cas, donc, moi, c'est vraiment mon analyse de cette situation et je pense qu'il y a lieu de dresser de faire cette démarche. Ouais. Je ne veux pas le développer parce que ça aurait enlevé tout son sens. D'accord. Sur le dialogue des institutions. Le point avec Khalifa Tal, présidente de AFAO, à suivre après ce journal. Direction Thiès, où le cœur battant de l'histoire ferroviaire s'illumine à nouveau. La gare, véritable joyau, a été le théâtre d'une inauguration qui restera gravée dans les mémoires. Une victoire célébrée par les habitants qui voient dans cette réalisation la réponse à une attente longtemps exprimée. Mais ce renouveau va au-delà d'une simple restauration. Il insuffle un nouvel élan de vie et de dynamisme au cœur culturel de Thiès. Fatmata Banelba. Le sifflement du train du baume au cœur des Thiessois qui réveille en chaque fils de Thiès des souvenirs enfuis, rappelant la période faste et glorieuse du trafic Dakar-Bamako. Avec la gare réhabilitée et la reprise effective du trafic ferroviaire, Thiès, la ville aux deux gares, sera bientôt connectée à Dakar, la capitale. Un voyage en train jusqu'à Diamniadio pour poursuivre avec le TER. Ce jour est un grand jour, car il marque la connexion ferroviaire permanente entre le département de Thiès, Dakar, la capitale, via la gare emblématique de Diamniadio. Quel bonheur pour les Thiessois que nous sommes de revenir le hub ferroviaire que nous avons toujours été.
Cette reprise effective du trafic ferroviaire est possible grâce à une collaboration fructueuse entre CFS, GTS et SENTER. Une collaboration qui a permis l'atteinte de tous les objectifs visés. Sans le chemin de fer, le monde n'aurait pas atteint son niveau actuel de croissance économique. Le chemin de fer est un outil d'équité territoriale qui facilite la croissance économique inclusive. Et aucun pays ne peut connaître un développement harmonieux sans un réseau ferroviaire performant. Conformément au plan Sénégal émergent, l'État multiplie depuis 2012 les efforts pour la renaissance des chemins de fer, incontestablement indispensables pour résoudre en partie ces problématiques et asseoir ainsi un développement socio-économique durable pour le pays. Le train fera désormais la navette Thiès-Dakar-Thiès, des navettes quotidiennes qui coûteront 1 500 francs CFA pour la première classe climatisée et 1 000 francs CFA pour la deuxième classe ventilée. Les trains qui vont faire la rotation Thiès-Diamniadio, Diamniadio-Thiès sont de type réversible. Les rames réversibles de GTS sur cet axe sont dotées de 2 têtes comme les rames du TR. Elles sont équipées de moteurs diesel, pendant que leurs jumelles du TR sont dotées de moteurs électriques. Désormais, il faudra juste moins de 2 heures pour partir du cœur de ville de Thiès et arriver au centre-ville de Dakar avec une rotation de 10 trains par jour à raison de 5 allées, 5 retours. La relance du trafic ferroviaire ouvre de belles perspectives dans le transport de masse. Au-delà de faire de Thiès un hub ferroviaire, elle permet de reconnecter Dakar aux autres villes du Sénégal et fera de la capitale du rail le fleuron de l'industrie ferroviaire. Aux populations, il est seulement demandé de s'approprier ce symbole de renaissance. Loin des rails résonnants de Thiès, embarquons maintenant pour Djadel dans le département de Fatick où une initiative éclairée redessine le quotidien de ses habitants. Grâce à l'engagement visionnaire de Laser, une étincelle d'espoir a été allumée avec l'inauguration d'un projet d'électrification ambitieux. Cette avancée marque le début d'une révolution qui promet de rendre l'électricité accessible à tous. Claire Diop. L'accueil réservé à la délégation en dit long sur l'impact du projet réalisé ici à Djadel. Nous sommes dans la commune de Thiaré-Ndialgui à Fatick. Dans la zone, l'accès universel à l'électricité est en passe de devenir réalité. Laser, agence sénégalaise d'électrification rurale, a initié un ambitieux projet de développement. Le directeur général de la structure a procédé à la mise en service du réseau d'électrification à Thiaré-Ndialgui. Sur les 30 villages que polarise la commune, les 26 sont déjà électrifiés. On est passé du rêve, du stade de rêve, à une réalité. Non virtuelle, mais réelle et concrète. Cette manifestation de joie qui parcourt l'ensemble des couches de la population de Djadel, de notre contrée qui est Thiaré-Ndialgui ici, dénote particulièrement leur joie et leur satisfaction. 2012 à 2022, Laser et les autres programmes d'électrification rurale ont fait à Thiaré-Ndialgui 6 villages. C'est maintenant de 2022 à 2024 qu'on a eu le boom. C'est-à-dire Azer a électrifié 6 villages. C'est ce qui nous a réunis aujourd'hui ici, la mise en service. Et il y a 3 autres villages aussi que Azer a pris en compte. L'électricité partout et pour tous pour un développement durable, une vision claire, une ambition affichée, objectif, améliorer les conditions de vie des populations, notamment celles rurales. Nous voilà réunis ici à Djadel, dans la commune de Thiaré-Ndialgui, pour procéder à l'inauguration de l'électrification de la localité de Djadel, réalisé dans le cadre du projet alternatif KNFZ. Un projet qui nous a permis d'électrifier 50 villages dans les régions de Fatick et Kaolack, et particulièrement dans la région de Fatick et le département de Fatick où nous avons réalisé 15 villages. Ici dans la commune de Thiaré-Ndialgui, nous avons pu électrifier grâce à ce projet 6 localités. Des financements conséquents sont mobilisés pour la concrétisation du projet. Ce programme rentre en droite ligne avec l'ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, fils du terroir, de réaliser l'accès universel à l'horizon 2025.
après avoir mis en œuvre le programme d'urgence d'électrification qui a permis de relever substantiellement le taux d'électrification de 24% en 2012 à plus de 60% en 2022, nous ambitionnons de réaliser l'accès universel à l'horizon 2025. En ce qui concerne les 4 villages de la commune non encore électrifiés, des instructions fermes sont données pour les prendre en charge. Globalement, ce projet d'urgence d'électrification concerne 50 villages dans les régions de Fatick et Kaolack. Naviguons à présent vers les rives de l'espoir à Matam, où l'avenir s'annonce plus lumineux grâce à la générosité de la fondation Thierno Welingay. 20 nouveaux mini-forages viennent de voir le jour, marquant ainsi un tournant majeur dans la lutte pour un accès universel à l'eau potable. Ces installations viennent ainsi renforcer les efforts déjà déployés par l'État du Sénégal, ouvrant la voie à un futur où l'eau source de vie ne sera plus une rareté, mais une réalité quotidienne. Bachirba. En une seule matinée, Ourossogui a réceptionné 3 forages. Les habitants des quartiers de Aïnoumadi, Winde et Darou Salam peuvent jubiler. Nous sommes délivrés de la saleté, de la soif et de la fatigue. Pendant la saison sèche, on devait aller à la recherche de l'eau alors qu'on est au mois de Ramadan. Nous sommes vraiment contentes. Il était impossible de dormir car nous pensions à l'eau. Dieu merci de se réveiller le matin et de réceptionner ce mini-forage. Les clés des forages ont été remises aux autorités de la commune. Le bienfaiteur a offert près d'une 60aine de ces forages à différentes localités du Fouta. Département Kanel et département Matam. Les forages destinés au département de Kanel et Matam sont achevés. Nous sommes venus pour l'inauguration. Sintou Garba en fait partie. Ces femmes avaient perdu le sommeil à force de penser à l'eau. Ici, le problème était double. Nous allions rechercher de l'eau à 2 heures ou à 3 heures. Dieu merci, nous sommes contentes. La nuit, nous pouvons veiller sur nos petits-fils. Ce qu'il a fait, c'est vraiment acte noble. Les femmes de Sintou Garba, ils sont tous satisfaits, ils sont tous contents. Parce que ici, on avait des problèmes de l'eau. Donc si on avait de l'eau, c'est la vie. Et les femmes de Sintou Garba, je pense que les 90% des problèmes de l'eau, c'est résolu. On nous a dit qu'il y avait non seulement un problème d'eau, mais aussi un problème d'eau douce. La fondation Thierno Welingay compte renforcer ses actions. 50 autres mini-forages seront réalisés dans les localités de Matam, Podor, Bakel et même sur la rive droite. Abdoulaye Wallé a offert 50 autres forages. Nous sommes en train de réceptionner les demandes et nous devrons faire le tri. Ceux qui sont dans le besoin sont prioritaires. L'eau de qualité, les populations en demandent toujours plus dans cette zone d'agriculture et d'élevage. Ces infrastructures, ajoutées aux réalisations de l'État, vont sensiblement améliorer les conditions de vie des populations. À l'heure où la campagne de vaccination du cheptel 2024 s'achève, Tambacounda se distingue par une approche novatrice. La région mise désormais sur les marchés hebdomadaires comme champ d'action pour une immunisation de masse du bétail. Tchorodia nous amène au cœur de cette initiative suivant le parcours inspirant de 2 futurs vétérinaires qui, de porte en porte, conjuguent effort et expertise pour assurer la protection du cheptel. Voici son reportage. Hawa Tanjoura et Kanyonsi sont des étudiants en médecine vétérinaire. Ils ont été choisis par un cabinet privé pour effectuer la campagne de vaccination à Tambacounda. Pour toucher le maximum de la cible, l'équipe a opté de faire du porte-à-porte. Et je suis très content de la visite que vous avez effectuée à mon domicile. Et moi, je suis un grand éleveur, j'ai dû élever parce que depuis à l'âge de 12 ans, je suis dans l'élevage. Et chez moi aussi, j'ai des chèvres, j'ai des moutons, et j'ai aussi des ânes, j'ai des chevaux, j'ai aussi des pigeons. Et j'ai même des colombes, j'ai tout un amalgame d'animaux et de volailles qui sont là. Mais en tout cas, le fait de se rapprocher des chefs de l'élevage, là, les techniciens en la matière, vraiment, ça nous réconforte beaucoup. Parce que
on se déplace pour aller vers ces gens. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, les gens viennent jusqu'à chez nous. Bon, les pathologies ciblées, comme chaque année, sont 5. Il y a la peste des petits ruminants qui se fait au niveau des petits ruminants. Il y a la dermatose nodulaire contagieuse bovine ou PPCB qui se fait au niveau des bovins. Et il y a la DNCB, la dermatose nodulaire, et la péripneumonie contagieuse bovine qui se fait au niveau des bovins. Il y a les équins où on fait la peste équine et même la volaille où on fait la maladie de Newcastle. Donc ça fait en général 5 maladies sont priorisées par l'État pour la vaccination annuelle. Le département de Tambacounda compte 9 communes. La vaccination des petits ruminants est assurée dans les 6 communes par des médecins vétérinaires privés. Le reste par le service public. Ces techniciens ont l'obligation de se déplacer dans les lieux de commerce comme les marchés hebdomadaires pour vacciner et sensibiliser les éleveurs. On nous avait donné 7 jours de caravane de sensibilisation. Donc de Dialakoto à Makakolibantan, on l'a fait. À Koussanar, on l'a fait. Et dans la commune de Tamba même, on l'a fait. Mais vous conviendrez avec moi que la commune de Tamba, c'est surtout les quartiers périphériques qui disposent surtout d'animaux. Un quartier comme Sare-Guilé, on a été. Un quartier comme Djamweli, on a été. Un quartier comme Sare-Daga. Derrière Gourel Djadje, on a été. Et on a été même à Sare-Moudou, aussi à hauteur du quartier Plateau. C'est les principaux vraiment quartiers qui disposent vraiment d'animaux à vacciner. Les équipes de vaccination font face à des réticences de la part des éleveurs, car ces derniers peinent encore à différencier la prévention du traitement de la pathologie. Ils vont à la pharmacie, ils achètent de l'Ivomec, ils achètent autre chose, ils traitent leurs animaux. Et après, si l'équipe de vaccination vient, on lui dit non, moi j'ai déjà vacciné. Je leur dis souvent que la vaccination, ça ne se vend pas. C'est au niveau du service de l'élevage. À Djamwele, le chef de quartier même, c'est ce qui est arrivé avec lui. Je suis parti là-bas, il m'a dit que non, l'équipe est venue ici, mais il a trouvé que j'ai vacciné hier. Non, j'ai acheté du DASO, c'est-à-dire des trypanocides que j'ai effectués. Non, attends, je vais appeler le privé, ils reviennent vous vacciner. Ça, ce n'est pas une vaccination, c'est un traitement. L'année dernière, 108 000 bêtes ont été vaccinées. Pour cette campagne, l'objectif visé est 136 000 bêtes. Le Sénégal veut éradiquer la peste des petits ruminants d'ici 2030. L'Organisation mondiale de la santé animale a mis un plan pour l'éradication de la maladie d'ici 2030. Il faut savoir que la peste des petits ruminants est caractérisée par une morbidité et une mortalité très élevée. Il en même temps des conséquences graves sur le plan économique. Il faut savoir que les sujets infectés présentent des signes comme des diarrhées, des toux et de la lésion buccale. Ça provoque aussi la mort. Ça provoque aussi souvent la mort. Bon, notre seul objectif est d'éradiquer la peste d'ici 2030. Il y a d'autres maladies parallèles qui ne sont pas de vaccination obligatoire. Ça dépend de l'éleveur. Si ça l'intéresse, il va acheter son produit pour vacciner. Si ça ne l'intéresse pas, il laisse tomber. Mais actuellement, vraiment, pour la campagne de vaccination, la peste des petits ruminants, ça fait des ravages, effectivement. Mais aussi, il y a la pastérellose ovine qui fait aussi des dégâts au niveau des éleveurs, surtout en période de fraîcheur, avec le vent, avec la fraîcheur et tout. Aussi, ça entraîne, en tout cas, c'est des facteurs favorisants de la maladie. Les équipes de vaccination du privé comme du public continuent d'effectuer le déplacement dans les coins les plus reculés de la région de Tambacounda pour protéger le cheptel. Elle exhorte les éleveurs à se rapprocher des services techniques de l'élevage pour avoir la bonne information. Dans le recueillement silencieux du carême, l'église Sainte-Agnès de Rufisque s'éveille au son des harmonies divines. Chaque soir, ces choristes unis par la dévotion et la passion se rassemblent pour insuffler vie à un répertoire constamment renouvelé. Ce soir, je vous invite à plonger dans l'enchantement de ces répétitions nocturnes où la musique s'érige en prière et chaque note révèle la profondeur de la foi. Mansour Dia et Amadou Dia, le reportage. Partition en main, les membres de la chorale Sainte-Agnès de Rufisque sont en pleine répétition. Accompagnés par le piano, les cordes vocales des choristes sont sollicitées en cette période de carême. D'où une réorganisation des horaires.
D'habitude, on commençait les répétitions de 19h30 à 21h30. Mais avec le carême, on est obligé d'aménager vraiment les horaires pour permettre tout le monde d'être à l'aise. Avec le carême, ce n'est pas du tout facile. Le fait de jeûner, ça demande beaucoup d'efforts. Et là, on est obligé de vraiment d'aménager. Et sur ce, on commence les répétitions de 20h jusqu'à 21h. Ce changement concerne aussi les textes en ces temps de jeûne. En temps de carême, l'Église nous propose le partage, le pardon, la pénitence et la prière. Voilà quels sont les mots qui regroupent vraiment le temps de carême. La chorale occupe une place importante dans l'exercice des offices dans cette église séculaire. Avec les chorales, elles nous permettent de vivre vraiment l'Eucharistie, les chants qui nous rapprochent vraiment de Dieu, les chants qui expriment l'adoration que nous devons à Dieu. En tant que leur aumônier, je suis là pour les accompagner, surtout dans la préparation des chants. Les accompagner aussi dans leur cheminement, dans leur vie de foi en tant que enfants de Dieu, mais dans leur engagement. Un engagement qui se traduit également par 3 jours de répétition dans la semaine. Des moments contribuant à renforcer les liens entre choristes. Si aujourd'hui, par exemple, je m'absentais pour des raisons spécifiques, certainement des gens m'appelleront de la chorale pour me demander qu'est-ce qui ne va pas parce qu'on ne t'a pas vu à la chorale. Donc ce qui montre effectivement que vraiment il y a des liens qu'on a tissés depuis longtemps et qui fait que on considère la chorale comme étant une seconde famille. Famille dans laquelle le cousinage à plaisanterie ne manque pas. D'habitude, quand tu viens, il y a les taquineries, surtout entre Sérère et Diola. Les Diola, chaque jour, ils sont là, ils mangent. Ils ne peuvent pas venir ici sans manger. Et par la suite, ils disent que c'est les Sérère et consorts. Mais la chorale, il y a une ambiance extraordinaire. En vue des messes du dimanche et très prochainement de la Pâque, les chorales répètent ardemment. À l'église centenaire Sainte-Agnès de Rufisque, alto, soprano, basse et ténor sont concentrés dans les répétitions malgré les rigueurs du carême. Plongeons maintenant dans l'univers captivant de la compagnie théâtrale Espoir de la banlieue, une troupe qui a su marquer les esprits lors de nombreuses cérémonies à travers des prestations mémorables. Ce soir, dans notre grand format culture, découvrons les secrets derrière leur mise en scène fascinante, fruit d'une préparation méticuleuse alliant expérience et sérieux. C'est un grand format signé Oumou Kalsoum Sall. Séance de répétition en vue d'une cérémonie prévue dans quelques jours. Bienvenue au QG de la compagnie théâtrale Espoir de la banlieue. Pour ce groupe qui a réussi à se faire un nom, tout est parti d'une initiative d'une bande de camarades de classe il y a plus de 20 ans. À l'époque, je parle de l'année 2001, année de notre création, nous étions des élèves dans un CEM à côté qui s'appelle le CEM Diawar Diagne. Et nous avions à cette époque-là des œuvres au programme puisque nous étions en classe de 3e. Nous étions dans une école qui n'avait pas vraiment une bibliothèque. On n'avait pas accès à des ressources documentaires telles que livres, etc. L'idée m'est venue de proposer à mes camarades du CEM d'organiser une pièce de théâtre. C'est ainsi que nous avons fait des correspondances adressées à la direction du livre et de la lecture, à l'UNESCO Breda à l'époque, à la BLD, Bibliothèque Lecture Développement, etc. Et ces structures-là sont venues répondre le jour de la représentation. Et c'est là qu'on a créé notre première pièce de théâtre qui s'appelle Le Procès du livre. Et l'aventure continua dépassant les murs de l'école pour devenir un patrimoine de la banlieue. Au théâtre dit de Forum, cette troupe dit avoir apporté une touche particulière. Le théâtre innovant, c'est en fait cette forme de théâtre-là qui met en valeur le triptyque flexibilité, adaptabilité, créativité. La flexibilité, c'est quoi? C'est que nous avons cette possibilité de nous mouvoir dans n'importe quel environnement.
sans avoir du matériel, le décor à mobiliser. Nous sommes en fait dans l'état de la minimalisation. L'adaptabilité, peu importe l'espace où vous nous amenez, ce n'est pas à l'espace de s'adapter à ce que nous faisons, c'est à nous de nous adapter à l'espace. Et maintenant, le dernier, c'est la créativité. Il faut être créatif, il faut être inventif. Maguette, Salimata et Adji sont membres de cette compagnie qui compte aujourd'hui 17 artistes, à chacune son histoire avec les espoirs de la banlieue. J'étais élève ici au CEM Thiaroye 2. Je venais ici auparavant pour faire des exposés. C'est là qui nous aidait avec les exposés. C'est comme ça que le théâtre m'a charmé. C'est comme ça que j'ai aimé le théâtre. Et par la suite, j'ai intégré. J'ai intégré à Histoire de la banlieue en 2015, suite à un frère qui s'appelle Asmalik Nia, dans une formation de théâtre Makodou Meng à Blaise Senghor. Je faisais le théâtre Navetan. J'ai intégré la compagnie théâtrale Espoir de la banlieue en 2022 par l'intermédiaire d'une personne nommée Babacar Dior. Parce qu'avant, j'étais dans l'association des artistes comédiens du théâtre sénégalais, Arcos. Différentes structures de l'État et autres organisations internationales sollicitent les services de cette compagnie pour faire passer des messages et chaque prestation est préparée avec beaucoup de sérieux. Le spectacle que nous sommes en train de préparer pour le compte d'une organisation, c'est une collectivité, une commune. C'est le PDC, le programme de développement communal, qui fait 83 pages et que nous devons restituer en 10 minutes. Donc la communication doit passer parce que c'est une collectivité qui veut que ces populations puissent s'approprier des ressources de la commune afin de pouvoir bâtir l'avenir de la commune. Et il fallait faire confiance au théâtre, plus précisément au théâtre que nous avons, afin de communiquer avec ces populations-là. Chaque prestation a aussi un coût. Même si les gens n'ont pas tendance à bien payer au théâtre, nous savons que nous avons un prix. Et nous exigeons ce prix-là. Nous faisons de la création, de la recherche intellectuelle, nous transférons ça un prix. C'est pourquoi nous facturons nos prestations et je pense que d'ici la fin de notre carrière, nous devons arriver à pouvoir survivre encore des ressources que nous avons tirées à partir du théâtre. Ce travail, c'est des coups de cœur, mais aussi parfois des déceptions. C'était à la LG Bao. Pourquoi? Parce que j'avais flanché, j'avais perdu mes textes. Sur scène, c'est comme si je n'avais plus rien appris. J'avais l'esprit blanc. Et lorsque j'ai commencé aussi à fréquenter les espoirs, la première fois que j'ai joué devant le président aussi, ça m'a marqué. Oui, c'est une grande personnalité aussi. La compagnie théâtrale Les Espoirs de la banlieue peut aussi être fière de sa réputation qui va au-delà de nos frontières. En Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en France ou encore en Suisse, ces artistes ont démontré talent et professionnalisme. Laissons derrière nous la scène artistique pour nous envoler vers un spectacle tout aussi envoûtant, la course de pigeons. Une aventure, vous allez le voir, hors du commun dans l'univers du sport. Le 2 mars prochain, 1000 compétiteurs à plumes s'élanceront depuis Bakel jusqu'à Dakar, couvrant une distance impressionnante de plus de 500 km. Mamoudou Sakine nous ouvre les portes de cet univers captivant où se mêlent stratégie, endurance et une petite touche de matière reportage. Plus qu'un simple spectacle, ces pigeons voyageurs se livrent à une rude compétition. Depuis 2008, le Sénégal organise un championnat de colombophilie. Le 2 mars prochain, ils seront environ 1000 concurrents en lice. Ils partiront de Bakel pour traverser le pays sur une distance de plus de 500 km. La participation est basée sur des critères de sélection très rigoureux. Il faut que ce soit déjà un pigeon léger, qu'il y ait une bonne musculature, un bon plumage. Après, il y a d'autres critères qui sont sélectionnés en fonction de l'arbre généalogique qu'on appelle le pédigré du pigeon voyageur. Après sélection, chaque pigeon est doté d'une bague servant d'identifiant. Une fois que le pigeon est lâché, dès qu'il rentre, il y a différents moyens de constatation. Il y a la constatation électronique. Lorsque le pigeon a une bague magnétique, dès qu'il rentre, il pose sa patte au niveau d'une plaquette et il est enregistré automatiquement.
Il y a une constatation qu'on appelle une constatation manuelle. Lorsque le pigeon arrive, l'amateur saisit le pigeon, il lit le code. Il n'a pas conscience du code. Le code est inscrit lors de l'enlogement. Donc le code est connu que par les juges et les membres du jury. Donc il prend le code qu'il met dans une application qu'on a développée en mettant le nom de son loft, c'est-à-dire le nom de son pigeonnier et le numéro de code. Ainsi, on a l'heure exacte de l'arrivée du pigeon. Les entraînements et les petits soins constituent des piliers importants pour l'épreuve. Quant à l'alimentation, elle joue un rôle prépondérant. En plus de cela, les pigeons doivent affronter des facteurs naturels. Lorsque le temps est nuageux, lorsqu'il y a une forte chaleur, lorsqu'il y a la pluie, lorsque j'ai évoqué tout à l'heure des tremblements de terre, les pigeons s'égarent ou bien ont des difficultés énormes à rentrer. Du coup, on constate que la vitesse est basse. L'autre ennemi aussi, il y a des rapaces. Des faucons, par exemple, qui s'attaquent aux pigeons parce qu'après avoir fourni beaucoup d'efforts, le pigeon s'affaiblit. Guidés par leur seul instinct, ils devront surmonter ces obstacles pour triompher. En principe, le vainqueur devrait faire 8 heures de vol entre Bakel et Dakar. Alors que le compte à rebours pour les Jeux olympiques de la jeunesse accélère, une étape décisive a été atteinte avec le lancement des travaux de démolition sur le site prévu pour cet événement d'envergure mondiale. Une vaste campagne de libération a débuté, mettant en lumière le potentiel d'un espace de 15 000 mètres carrés destiné à accueillir les Jeux, avec une indemnisation réussie pour 95 à 98% des personnes impactées. Les autorités abordent désormais la phase finale des préparatifs avec détermination. Ibrahim Adam. Souffle d'un vent de départ. Sur ce site dédié aux Jeux olympiques de la jeunesse, les derniers occupants font la course contre la montre pour évacuer ce qui peut l'être encore. Une pression qui s'explique par la présence de ce bulldozer où le conducteur n'attend que les ordres pour commencer le travail. Car l'échéance convenue est à terme. Selon les autorités, plus de 95% des occupants ont été déjà indemnisés pour une enveloppe totale de 2 milliards de francs CFA. Ces 2 milliards, l'État du Sénégal a mis les ressources à disposition. Et depuis le 10 octobre 2023, l'AGEROUTE, en rapport avec le préfet, a démarré les paiements de ces impenses-là. Toutes les personnes affectées par le projet, à l'exception des détenteurs de titres, ces personnes-là ont à 95 voire 98% perçu leur chèque. Les gens ont perçu ici des montants qui peuvent tourner entre 1,5 million, 3 millions, 9 millions même. Et tout ceci, c'est pour ne léser personne. C'est pour que les gens puissent quand même s'ils se sont installés illégalement, puissent quand même être indemnisés. Et ce qui a été fait. 1253, c'est le nombre de personnes affectées par le projet après un travail d'identification de 2 ans. Parmi ces impactés, il y a des détentrices de titres fonciers qui méritent un traitement particulier. Vraiment, on est en contact avec le gouverneur. Il nous a rassuré qu'il va bientôt nous appeler dès lors qu'il aura tous les documents pour discuter avec les propriétaires et nous indemniser, Inch'Allah. Pas de souci à se faire donc, même si le site a déjà fait l'objet d'expropriation. Il y a une expropriation en 1977, il y a une expropriation en 1993. C'est à l'État aujourd'hui de faire les vérifications nécessaires par rapport à ces titres. C'est clair, on a parlé avec le préfet et le gouverneur. Il y a une procédure qui est aujourd'hui enclenchée par le gouverneur de la région de Dakar. On est obligé d'attendre que ce processus arrive au bout. À terme, c'est un site de 15 000 mètres carrés qui sera exploité pour abriter certaines disciplines des Jeux olympiques de la jeunesse. Mais en attendant, le décor a complètement changé tout autour du site. Face à une mer de plus en plus avare, les acteurs du marché du poisson naviguent dans une période d'incertitude avec des filets souvent vides et l'anxiété croissante des mareyeurs. Cette situation se répercute sur toute la chaîne, des vendeurs aux consommateurs. La pénurie de poissons qui s'impose progressivement dans le quotidien de tous est aggravée par une inflation des prix affectant marchés et menus. C'est le reportage du jour, il est signé Ndeye Koumandiaye. Nous sommes à Soumbédioune, village lébou situé sur la corniche ouest de Dakar. Ici, le va-et-vient des pirogues s'enchaîne. Dame et ses collègues viennent d'arriver. Après plusieurs heures en mer, la pêche n'a pas été très fructueuse.
Je suis en mer depuis 7 heures, mais je n'ai pas fait une bonne pêche. Je n'ai pu obtenir qu'une caisse de poissons crayons. On ne voit presque plus le mérou ou la sardinelle. D'habitude, on rentrait avec 7 ou 8 caisses de poissons. Matar, pour sa part, attend l'arrivée d'autres pirogues. Il espère que la pêche sera meilleure. Si vous voulez faire 180 km, 200 km. Avant, on parcourait juste 10 ou 15 km pour pêcher beaucoup de poissons. Mais maintenant, il nous faut parcourir jusqu'à 280 km pour espérer faire de bonnes prises. Les bateaux de pêche sont nos concurrents. Ils ont une grande capacité de pêche, alors que ce n'est pas le cas de nos pirogues. Du côté des mareyeurs, l'espoir est le sentiment le mieux partagé. À chaque arrivée de pirogue, Pat Demba s'empresse d'aller à la rencontre des pêcheurs. ay coof espèce yu rare la comme daaw heure bi calamar amoon na daawati jeeg heure bi fekk na calamar bi amoon bay waaj a jeex mais ren ba léegi amul. Le mérou est une espèce rare maintenant. L'année dernière, à cette période, on avait du calamar, mais ce n'est pas le cas cette année. On ne vend presque plus de sardinelles ici. On a d'autres espèces comme les dorades et autres. Comme ay ruur ay jën yu raar la quoi ay kasaw xam nga yooyu ay jën yu raar la mais mi ngi fi am nag ni mu daan bëree noonu la bëreetul waaw mais mi ngi am. Au marché de Tilène, les étals ne sont pas bien fournis. Une espèce semble être la star du moment. Il n'y a pas de poisson sur le marché ces derniers temps. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que le mulet sur la plupart des étals. Sinon, le reste, c'est du poisson congelé. Le problème avec le mulet, c'est qu'il provoque des dermatoses. Regardez mes mains. Soumbédioune, Yoff, Yaraax ku nekk dama fay dem marché central di wut jën. Ces temps-ci, je m'adonne à l'équillage aussi parce que le poisson est presque introuvable. D'habitude, je m'approvisionnais à Soumbédioune, Yaraax ou encore au marché central. Mais c'est devenu tellement cher que je cherche d'autres sources de revenus pour compenser l'absence de bénéfices. waaye léegi jën gi dina dem ba seeraay boo xamante ne nii sax liñ ci waroon a am ci biir keesu jën bi nga koy jëndee moom nga koy dugal. Je suis restée presque 6 jours sans venir travailler, tellement le poisson est introuvable. Je vends le lot de lot à 2000 francs CFA. Ces temps-ci, il m'arrive de vendre une caisse de poisson pour un bénéfice de 1000 francs. Les prix n'encouragent pas les clients non plus. Les prix sont vraiment élevés. Les vendeurs nous disent qu'il n'y a pas assez de poissons. Non. Il n'y a pas de poisson actuellement, c'est notre seule préoccupation. Avec le ramadan qui approche, ce sera compliqué si les choses ne changent pas. Le poisson se fait un peu rare ces derniers temps, selon pêcheurs, mareyeurs, vendeurs et clients. Toutefois, tout le monde s'attend à une nette amélioration de la situation dans les jours à venir. Une nouvelle page se tourne dans le paysage de l'inclusion financière au Sénégal avec la signature d'un accord de partenariat entre AFTU et Orange Money. Cet accord ambitieux a pour objectif de faciliter l'accès aux services financiers pour les usagers de transport urbain en leur offrant des solutions de paiement numérique innovantes. Amadou Diallo. Le transport va ainsi connaître une autre révolution. AFTU, Association de financement des professionnels du transport urbain, se lie à Orange Money. Le réseau AFTU, c'est plus d'1 million de personnes transportées par jour. Orange Money va leur offrir des services de paiement digitalisés, du ticketing. C'est dans ce cadre, avec les millions de clients que AFTU transporte par jour, plus de 1 400 000 clients par jour, plus de 10 000 employés. Aujourd'hui, AFTU emploie plus de 10 000 personnes. Nous avons pensé mettre en place un partenariat qui va faciliter la vie de nos clients. Comment? En leur permettant d'utiliser Orange Money pour payer les tickets de transport, donc digitaliser vraiment tout le processus de ticketing au niveau du réseau AFTU, ce qui va permettre à AFTU de sécuriser davantage ces transactions. Ce partenariat stratégique entre AFTU et Orange Money concerne également d'autres entreprises affiliées à AFTU.
Et ce partenariat ne va pas se limiter uniquement au transport, donc à la digitalisation du ticketing. Ce partenariat va permettre aussi aux employés de AFTU de pouvoir en fait, bénéficier des services de maintenance à distance. Quand on parle de transport, on voit très rapidement les contraintes. Le chauffeur ne peut pas arrêter son bus, aller au niveau de MEC30, déposer de l'argent, retirer de l'argent. Donc on pense qu'avec Orange Money au Kiss, ça va être une solution qui va permettre peut-être aux chauffeurs d'épargner. Gagnant-gagnant, c'est la matière d'affaires, commerce. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Nous allons travailler ensemble au bénéfice du Sénégal. AFTU, c'est plus de 19 ans d'expérience. Nous participons à l'économie du pays avec 1 300 000 passagers par jour. Cette convention liant AFTU à Orange Money va améliorer l'expérience des utilisateurs des services du transport urbain avec des solutions simplifiées. Cette triste nouvelle, pour finir en plus bref, nous avons appris la disparition d'Elhadji Alignan, figure emblématique, voix de Bombay et président des communicateurs traditionnels de cette ville située dans la région de Diourbel. Elhadji Alignan s'est éteint hier après avoir courageusement lutté contre une longue maladie, affectueusement surnommée Pas Allé par les habitants de Bombay. Il a marqué de son empreinte le paysage culturel local en mettant son art au service de l'administration territoriale pendant de nombreuses années. Né à Gossas, sa carrière a été riche et variée. Animateur à la RTS Diourbel, il a également brillé en tant que danseur, metteur en scène, chorégraphe et acteur de cinéma. Son talent l'a mené jusqu'au plateau de Gelowar, célèbre film de Sembène Ousmane, et il est l'auteur d'un ouvrage intitulé Aperçu historique sur le Baol, le Kayor et le Sine, contribuant ainsi à enrichir le patrimoine culturel sénégalais. C'est sur cette triste note que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable soirée.